Salut à tous, c'est la rentrée pour tout le monde et également pour Sport Club et les petites pastilles vidéo sur l'histoire du sport à Reims. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Les miennes ont été studieuses, vous allez le voir tout de suite, avec une première chronique, une pastille sur l'histoire de l'UNFP et les légendes de Reims. Évidemment, si je vous dis Copa, Fontaine, Hidalgo, vous allez me dire le Grand Reims, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde 58 et vous aurez raison. Et ces légendes, non contentes de laisser une trace indélébile dans le monde du football international, ont également été très actives en dehors du terrain. Elles ont notamment œuvré à la reconnaissance du statut du footballeur pro. Et on était loin de l'image qu'on a aujourd'hui, même si elle est un peu fausse, des milliardaires qui se la coulent douce. À l'origine de l'UNFP, il y a un footballeur qui pour le coup n'a rien à voir avec le stade de Reims, qui s'appelle Eugène Djoléa. C'est un attaquant camerounais né en 1931. Il est d'abord arrivé en France pour faire ses études de droit, et en plus de ses études, il va devenir, avec le mythique Mekloufi, un des grands artisans du titre de Saint-Étienne en 1957 devant Lens et Reims. Cette année, il marque la bagatelle de 29 buts en 32 matchs. Ensuite, ses études de droit vont le mener à Lyon, puis à Paris. À l'époque, le statut du footballeur est extrêmement précaire. Les salaires sont peu élevés pour la plupart, et même les plus élevés n'ont rien à voir, aucune commune mesure avec ce que c'est aujourd'hui. Et en plus, les clubs sont tout puissants par rapport au contrat. Les joueurs appartiennent purement et simplement au club. Eugène Djoléa a alors une idée, Juste Fontaine dira de lui qu'il en a une à peu près toutes les 30 secondes, celle de créer un syndicat pour les footballeurs professionnels. À l'époque, chaque corps de métier a son syndicat, certains sont extrêmement puissants, pourquoi pas les footballeurs? Et c'est à ce moment-là que les gloires rémoises entrent en jeu. Tout d'abord, Juste Fontaine. La fin de sa carrière est quelque peu précipitée par une vilaine blessure à la jambe et il emboîte le pas du jeune footballeur étudiant stéphanois et devient président de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, en 1961. Il faut dire que Juste Fontaine a plusieurs atouts dans sa manche, c'est une icône du foot dans l'Hexagone et à l'international, et c'est une grande gueule, un caractère fort, il a le verbe haut, il sait s'imposer, et c'est une qualité indispensable si on veut installer l'idée d'un syndicat des footballeurs en France. Autre grande légende rémoise qui va faire avancer le schmilblick, c'est Raymond Kopa. Raymond Kopa, à l'époque, c'est le plus grand joueur français de tous les temps, c'est un des plus grands joueurs du monde. Aujourd'hui encore, il n'y a guère que Zidane et Platini qui peuvent s'asseoir à sa table. En 1963, lors d'une interview donnée à France Dimanche, il met les pieds dans le plat et déclare « Les footballeurs sont des esclaves ». Il s'explique. Au XXe siècle, le footballeur est la seule personne qui peut être achetée ou vendue sans qu'on lui demande son avis. Et justement, cet avis va lui valoir 6 mois de suspension, ce qui sera loin de le faire reculer. On connaît également le caractère du garçon. Ce coup de gueule sera une des clés de voûte du lancement de l'UNFP. Forcément, quand l'un des plus grands joueurs du monde, le plus grand joueur français de tous les temps, prend ton parti, ça aide, ça installe et ça te donne une légitimité. Et fort de cette légitimité, l'UNFP remporte une première victoire juridique en 1964 avec l'instauration du pécule de fin de carrière. C'est une sorte de capital retraite. La carrière de footballeur est courte, les salaires, on l'a dit, sont peu élevés, donc forcément, la reconversion peut être vraiment délicate pour qui ne l'a pas bien préparé et même pour ceux qui l'ont préparé. Ce pécule de fin de carrière est une première victoire de l'UNFP et qui va lui donner encore plus de légitimité pour la suite. Dans la foulée de cette victoire, un président charismatique et rémois va en chasser un. Michel Hidalgo va remplacer Juste Fontaine. Sous la présidence de Michel Hidalgo, l'UNFP va s'internationaliser avec la création de la FIFPro, qui est une institution internationale qui va suivre les mêmes objectifs et qui est calquée sur le même modèle. Et en France, l'UNFP est de plus en plus reconnue, de plus en plus légitime. Elle est même reçue en 1967 par le ministre des Sports du général de Gaulle. Enfin, en 68, elle reçoit un coup de main salutaire pour définitivement l'installer dans le paysage du football français. En effet, des footballeurs amateurs prennent le parti d'occuper la Fédération française de football en mai 68. Dans l'élan des événements de mai 68, durant 5 jours, il y aura un message affiché aux fenêtres de la Fédération française de football, le football aux footballeurs. L'UNFP est définitivement installée dans le paysage du football français. Elle est légitime. Michel Hidalgo peut laisser sa place à Michel Piat, footballeur strasbourgeois à l'époque, qui aujourd'hui est encore très actif avec Sylvain Castenduch, l'actuel président de l'UNFP. Et c'est ainsi que durant les années 60, les trois des grandes légendes du stade de Reims, Kopa, Fontaine et Hidalgo, ont contribué à installer l'UNFP et en faire une institution sérieuse, légitime, qui est là réellement pour défendre
les footballeurs professionnels. Voilà, c'était la première pastille Histoire du sport à Reims de la saison. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, n'hésitez pas à aller découvrir notre nouvelle chaîne qui s'appelle Sport Club Podcast. Vous pouvez y retrouver l'ensemble des podcasts que l'on produit toute l'année, en radio notamment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Bye bye et à la prochaine.